J'ai deux amours. Au début, je faisais ces vêtements-là et ce qui me passionnait, c'était de les faire. Et au fur et à mesure, ils ont trouvé leur public. Ça m'a permis de faire cette reconversion professionnelle. C'est comme si le chemin paraissait plus clair dans cette voie-là. Architecte de formation, créatrice d'exception, Sarah Siham Shraibi a hissé le savoir-faire marocain jusqu'au calendrier de la haute couture parisienne. Une femme qui construit, qui élève et qui inspire. Bonjour Sarah. Bonjour Widad. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu au tout départ, donc sur ta formation d'architecte, une discipline qui est très codifiée. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de switcher finalement vers l'univers de la couture et de la mode? Bon, alors, vous êtes en train de me parler de deux amours. J'ai deux amours. Quand j'étais petite, j'ai appris la couture avec ma maman et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, qui m'a toujours beaucoup passionnée. Mais au moment de choisir des études, quand j'étais adolescente, comme ça, vers 15 ans, j'ai rencontré un architecte et j'ai trouvé ça passionnant. Et puis ma sœur aussi avait fait des études d'architecture. Et puis je trouvais vraiment que c'était très très bien, que c'était des très belles études. Et j'ai trouvé ça bien. J'ai fait ces études avec grande passion, avec grand dévouement. J'étais plutôt bonne élève. Et puis j'ai commencé classiquement une carrière d'architecte. Ça a beaucoup construit ma personnalité, qui j'étais dans la créativité, une espèce de rigueur et une espèce d'œil assez pointu. Et le fait d'aller aux choses avec une certaine justesse. Et à un moment de ma vie, à la naissance de ma première fille, je me suis posé beaucoup de questions sur qui j'étais et de quelle manière on avançait. C'était un moment vraiment charnière dans ma vie et le retour à premières amours de la couture que j'avais apprise quand j'étais petite, c'est presque imposé, comme si toutes les portes s'ouvraient dans ce sens-là et d'autres portes se refermaient. Donc en général, je suis une personne assez intuitive et je suis les portes qui s'ouvrent. Ok, tu avais envie de reconnecter peut-être avec toi-même et tes premiers amours? Mais c'est simplement que à un moment de ma vie, je me suis fait mes vêtements de mariage assez simplement, hein, sans beaucoup de prétention, et ça a plu à mes amis et qui me l'ont demandé. Et du coup, j'ai fait la même chose. Et puis, j'avais envie de faire des vêtements. J'en faisais déjà pour moi-même et j'avais envie d'en faire, donc j'en faisais. J'en faisais moi-même à ce moment-là, dans mon studio appartement de poche à Paris. Et il s'est trouvé que ça a plu, voilà. Okay. Et ça t'a donné donc l'envie de créer la maison Sarah Shraibi en 2014 à Rabat. Comment ça s'est passé cette transition de carrière? Comment est-ce que finalement arriver de faire mes propres vêtements pour mon mariage, comment est-ce que c'est devenu une maison de couture? En vrai, ça s'est pas fait exactement en 2014. En 2014, j'ai ouvert l'atelier à Rabat. Okay. Mais avant cela, en 2011, j'ai fait ma première collection que j'ai fait défiler à un événement qui était très beau à l'époque, qui s'appelait Festimode Casablanca. On s'est rencontrés la première fois. Oui, et c'était un très bel événement. Casablanca est un peu orpheline de cet événement. Ouais. Donc j'avais fait ma première collection en 2011. C'était une collection que j'avais entièrement cousue de mes 10 doigts. J'habitais à Paris à ce moment-là. Et donc, j'ai fait une première collection. Et puis, l'année d'après, encore une seconde collection. Et puis, j'habitais encore à Paris et j'essayais de me trouver en tant que créatrice. Je commençais à avoir, à partir de 2013, peut-être mes premiers clients. Au début, je faisais ces vêtements-là et ce qui me passionnait, c'était de les faire. Et au fur et à mesure, ils ont trouvé leur public. Et ça m'a permis de faire cette reconversion professionnelle. Je vous ai dit, c'est comme si des portes s'ouvraient et d'autres... c'est comme si le chemin paraissait plus clair dans cette voie-là. Et donc, j'ai décidé de faire cette reconversion professionnelle, mais tout en gardant au départ l'esprit d'architecte. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, dans mon travail, il y a encore cet esprit-là, cet esprit extrêmement dessiné, extrêmement raccordé dans les lignes de broderie. Et c'est quelque chose qui continue à me nourrir aujourd'hui. Mais
ça a toujours été très intuitif. C'était pas un changement brutal, on va dire. C'est toujours la même structure d'esprit. C'est toujours un métier qu'on exerce en tant que libéral. Mais c'est toujours de créativité qu'il s'agit. C'est juste le site qui a changé. Au départ, on travaille sur des sites géographiques et là, c'est une espèce de site anatomique. Très joli. Ok. Et donc, tu disais en 2014, c'était l'atelier Maison Sarah Chalabi que tu as monté. Comment on commence un atelier et comment est-ce qu'on le pousse vers l'excellence, vers cette rigueur, vers toutes les belles choses qu'on voit en regardant tes créations? Alors, quand je suis rentrée au Maroc, j'ai pris une grande respiration et je me suis dit, bon là maintenant, j'ai fait suffisamment, ça faisait 3 ans que je faisais ces vêtements-là, que je les faisais seule, que j'avais poussé ce que je pouvais faire en solo jusqu'au bout. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un atelier. Alors c'était assez drôle parce que quand vous ouvrez un atelier, vous connaissez personne, vous n'avez pas encore vos clients, vous prenez un loyer et vous vous dites, bon, on plonge et on verra comment ça va se passer. Et je me rappelle de ma première recrue. Je me suis dit, bon, où est-ce qu'on trouve des gens qui cousent bien? En général, les gens qui cousent bien, ils vont à la mercerie. Donc, je suis partie à la mercerie qui me connaissait depuis que j'étais toute petite, depuis que j'avais 7-8 ans que je fréquentais cette mercerie-là. Et je me suis pointée à la porte et j'ai regardé. Et puis, il y avait cette dame qui venait avec son petit et qui venait parler de broderie et avec laquelle j'ai discuté et qui a été ma première recrue. C'était vraiment très intuitif, encore une fois. C'était ma première. Et puis ensuite, il y a des gens qui se sont présentés, toujours avec pas forcément beaucoup de savoir-faire, mais ce qui était important, c'était une ouverture à faire des choses différemment. Ce qui est particulier dans mon travail, c'est que j'ai un rapport assez singulier à la tradition. Et donc, ce rapport singulier fait que je n'ai jamais travaillé avec des artisans de la manière dont tous les créateurs ici travaillent, c'est-à-dire ils viennent avec une idée et puis ils la confient à un artisan qui va la faire à sa manière. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de déconstruire, recomposer, c'était de faire ce travail-là c'est presque de la formation, de l'auto-formation finalement. Donc, en fait, avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille, on se forme en même temps. On apprend à faire ensemble et c'est franchement un très très beau chemin qu'on fait ensemble. Toutes ces femmes et aujourd'hui tous ces hommes sont au cœur de cette dynamique, de ce très beau travail qu'on fait ensemble et je pense vraiment que c'est dans cet aller-retour de la parole, du geste. Je fais moi-même de la broderie, je couds moi-même et c'est quelque chose qui est très important pour moi. La réalisation effective et réelle de ces vêtements et pas juste leur dessin ou leur pensée. Donc, pour moi, c'était très, très important. Donc, toutes les personnes autour de moi sont venues dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens où on est prêt à faire un chemin ensemble. On est dans cette ouverture d'esprit, d'apprendre de nouvelles choses, de ne pas se dire ça se fait comme ça et c'est pas autrement. Et c'est vraiment l'esprit que j'ai toujours voulu avoir dans ma création. C'est cette espèce de enracinement dans une tradition, mais aussi le fait de prendre un peu de recul par rapport à cette tradition qui est magnifique, mais qui finalement n'a pas besoin de moi pour continuer à exister, qui existe très très bien dans son côté très enraciné. Le travail sur le caftan, la passementerie du Maroc, le travail du Maïlm est extrêmement beau tel qu'il est et n'a pas besoin de moi. Mais je pense que c'est presque un hommage en fait de l'utiliser, de le modifier, enfin de garder les techniques et peut-être de transformer un peu le travail et de faire perpétuer le travail de l'artisan et même peut-être d'ouvrir vers d'autres choses au lieu de rester sur le caftan classique qu'on connaît. Tu donnes la possibilité aux artisans aujourd'hui de développer avec toi des choses différentes, quoi. Mais en fait, moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'agir librement. Ce qui m'intéresse, c'est que cette créativité qui n'est pas en danger. Je suis très très heureuse que dans notre pays cette créativité soit tellement vive et tellement présente. Et bien qu'il puisse y avoir d'autres voies, qu'il puisse y avoir des voies de modernité, des voies où l'on s'autorise à tester des choses. Bien sûr, en respectant l'âme des vêtements. Pour moi, ce qui est très très important, c'est
c'est de ne pas dénaturer l'essence. C'est d'agir avec bienveillance par rapport aux vêtements. Quand je travaille sur le caftan, je ne travaille pas uniquement sur le caftan, mais quand je travaille sur le caftan, j'essaye d'en garder l'essence, d'en garder les codes, de garder cette espèce d'élégance propre au Maroc. Et d'ailleurs, j'essaye de l'avoir dans tout ce que je fais et d'avoir ce point de vue assez particulier venant de cette situation géographique dans laquelle j'ai eu la chance de grandir. Et donc, 10 ans plus tard, après la création presque 10 ans plus tard, après la création de l'atelier, tu défiles à la haute couture à Paris. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Qu'est-ce qui passe par ta tête? Eh bien, c'était la boucle est bouclée. J'ai commencé à Paris. Ouais. Je suis rentrée parce que à Paris, on est un peu surnuméraire quand on est dans la création. Et donc, j'essayais de trouver ma propre voie. Et en rentrant au Maroc, le Maroc m'a donné la possibilité de trouver cette voie-là, de trouver cette singularité. Le Maroc m'a beaucoup donné, m'a beaucoup nourri, a beaucoup nourri ma créativité. Justement, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai la chance de travailler au quotidien aujourd'hui, m'ont permis de faire éclore cette créativité. Au final, leur disponibilité m'a permis de donner le meilleur, de broder des centaines d'heures s'il y avait besoin de broder des centaines d'heures, de tester un panel de choses incroyables. Et là, au moment où j'ai candidaté pour la haute couture, c'était juste après le Covid et je venais de faire un MBA à l'Institut français de la mode. Et puis j'avais envie de revenir à Paris parce que c'est comme si quelque chose était resté, une page que j'avais ouverte à Paris était restée un peu en suspens. J'avais envie d'aller plus loin dans ce sens-là. J'avais un peu la sensation d'avoir fait le tour de la question dans mon environnement immédiat. Et puis j'avais envie que mon travail puisse éclore dans un environnement. C'est important d'exporter ton art, de l'emmener dans un système ou à l'international, de le faire vivre autre part. C'était important pour moi, à la fois que ma créativité soit portée dans d'autres cieux, mais aussi c'était important. J'avais la sensation que c'était le moment où des points de vue différents sur la mode pouvaient être entendus. Et pour moi, ça, c'était très, très important. J'avais envie d'arriver à Paris, mais d'arriver en tant que Marocaine, d'arriver avec mon enracinement, de raconter mes propres histoires, de raconter ce vécu, mais de le raconter de manière à être audible, en fait. Ok. Et à ton avis, comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui? Comment est-ce que est perçu justement l'artisanat marocain? Comment est-ce que est perçu ton travail dans un milieu qui est assez normé quand même et qui a l'habitude peut-être d'autres choses? La vérité, je suis très très heureuse. La presse internationale a plutôt été élogieuse à ton égard. À mon égard. Et donc jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Je pense que il faut être assez personnel dans ce qu'on doit dire. Quel que soit ce qu'on dit, il faut le dire de manière personnelle. Ma mode, j'ai toujours voulu qu'elle soit dans l'élégance, même lorsque l'élégance n'est pas ce qui est porté. Aujourd'hui, on est plutôt dans une espèce de rébellion. Mais je pense que lorsqu'on est authentique dans ce qu'on dit, lorsqu'on a sa propre histoire à raconter, qu'on n'est pas dans la confrontation ou dans est-ce qu'on va m'accepter, on ne va pas m'accepter, il faut qu'on m'accepte. Non, je ne suis pas dans cette posture-là. Je suis juste dans la posture de donner le meilleur de moi-même, de parler d'élégance, de parler d'enracinement, de parler d'élégance en général, pas d'élégance particulière venant de mon pays, mais de parler d'élégance de façon générale, mais que cette élégance, elle est un arrière-pays. Elle porte un accent. Elle a un accent du Maroc. Elle a le soleil du Maroc. Elle a les mains du Maroc. Elle a tout ça. Et je pense que c'est une richesse. Donc on a parlé de Sarah, la créatrice, la femme de couture, d'exigence. Et c'est un milieu très exigeant, que ce soit la haute couture ou le caftan. Comment est-ce que tu jongles entre l'atelier, la haute couture à Paris, la famille? J'ai la chance d'être la maman de 3
filles magnifiques, Allah yahfadhom, et d'être aussi une épouse. Et c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, me nourrit. En fait, il m'apporte beaucoup. La famille m'apporte beaucoup. Je suis très famille. Je pense que c'est l'endroit où je me sens le plus sûre. Et à travers lequel il est plus simple de se lancer. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup être vraiment dans les mêlées familiales, et c'est quelque chose qui vraiment au quotidien me nourrit intensément. J'ai besoin de préparer des choses, d'être avec les enfants, j'ai besoin d'eux en fait. Et tu les inclus un peu dans ton travail? Est-ce que ça va? Toi, tu as besoin d'eux pour être au mieux, mais est-ce que eux aussi tu les inclus un petit peu dans ton travail? C'est-à-dire, est-ce que tu vas leur demander leur avis aux filles? Est-ce qu'il y a ce petit partage déjà? Est-ce que ça influence ta manière de créer? Bah forcément, on ne peut pas faire en sorte que nos enfants nous ressemblent. C'était ce que disait Khalil Gibran, mais on finit aussi par leur ressembler un petit peu. Ma fille dernièrement me disait maman, ça s'appelle la socialisation secondaire, que tu aimes ça. C'est parce que j'aime ça que tu aimes ça. Bon, elle a 16 ans et j'ai trouvé que la phrase était très juste. C'est vrai. J'ai trouvé que la phrase était très très juste du fait qu'on finit par avoir le goût de ses enfants. Et je pense que c'est vraiment la partie la plus jolie de l'histoire de la maternité ou de la parentalité en général, que de cueillir le fruit de ses enfants. C'est un fruit magnifique de regarder ce qu'ils deviennent, mais aussi qu'ils aient leur petit avis sur ce que vous faites. Alors la vie, il est pas forcément toujours très tendre. Parfois, parfois les enfants peuvent penser que on est un peu ringard ou un peu ceci ou un peu cela, mais je pense que ça fait partie de la construction qu'ils soient différents de nous, qu'ils soient complètement différents de nous. Alors après, je sais que ça leur fait plaisir de venir à mon atelier. Elles sont très, j'ai 3 filles, donc c'est comme un énorme terrain de jeu avec toutes les perles, tout. Je crois que dans mon atelier, j'ai monté ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite, c'est-à-dire fil et perles et tissus à volonté. Et donc pour eux, c'est pas quelque chose qu'elles vont désirer, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc c'est un peu. Mais en même temps, la transmission commence peut-être de cette manière. Preuve, tu as commencé avec ta maman. Oui. Et puis tu as voulu perpétuer. Exactement. Mais le rapport est différent. Ma maman n'était pas professionnelle, donc les choses étaient moins données. C'est-à-dire, c'était pas déjà là. Il fallait un peu plus le conquérir. Mes enfants, j'essaye de faire en sorte que ils viennent quand ils en ont envie. Quand j'essaye de ne pas faire le mouvement à leur place. Il faut qu'elles fassent ce mouvement. Alors il y en a une qui aime le cinéma, il y en a une autre qui aime le crochet, il y en a une autre qui aime dessiner. Et chacune a sa spécificité par rapport à ce côté sensible et créatif. Et moi j'aime bien le regarder, ce côté, et le laisser éclore tout seul. Mais est-ce que ça influence ta manière de travailler, ta manière de créer? Mais bien sûr, on a envie de leur plaire. Je n'ai aucune intention de paraître ringard à leurs yeux. J'ai envie que mes enfants se sentent fiers. J'ai envie qu'elles se sentent. J'ai envie qu'elles le regardent avec plaisir. J'ai envie que ce chemin montre qu'on peut être une maman épanouie au travail, qu'on peut être combative, qu'on peut construire des choses magnifiques. Parfois, le jour des défilés, elles viennent, elles font du repassage, elles font les castings avec moi, elles sont toutes fières de dire « Ah, cette fille, c'est moi qui en ai fait le casting. Ah, et c'était beau. » Et puis, elles sont elles sont là, au premier rang, le jour du défilé. Et vraiment, c'est quelque chose d'important. La famille, c'est très, très, très important. C'est de là que tout part, en fait. Et il y a absolument, en tout cas, pour ma part, Allahumma lakal hamd, c'est quelque chose qui est très, très important. Et toujours dans cet esprit de transmission, qu'est-ce que tu penses, quel regard portes-tu sur les créatrices, les créateurs d'aujourd'hui au Maroc? Est-ce que tu as un avis à nous partager?
Alors, il se passe quelque chose de merveilleux au Maroc. Et j'espère qu'il se passera de plus en plus ça. C'est que chaque lundi matin, et même plusieurs fois par semaine, sur nos fenêtres de réseaux sociaux, on a telle petite marque qui vient d'éclore. On commence à voir des phrases du genre Proudly made in Morocco. Et c'est magnifique. C'est magnifique de voir ça. Moi, il y a quelques années, quand j'avais commencé, bon, je parle un peu comme une vieille, mais quand j'avais commencé, on se comptait sur le bout des doigts. Et c'était presque un travail de rébellion que de faire ça. Du moment où j'ai commencé à maintenant, beaucoup de créateurs se sont arrêtés, sont passés à autre chose. On fait de la décoration, on fait dans le conseil en images, dans le stylisme. Peu sont restés finalement dans la création pure et dans le fait de faire un vêtement et de l'adresser à un client. C'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile, c'est un exercice auquel il faut survivre avec passion et puis garder tout le temps cette passion-là. Mais ce qui se passe aujourd'hui au Maroc est vraiment incroyable, mais vraiment. Tu penses qu'on arrive vers une certaine excellence ou vers un certain essor de la créativité, vraiment? Je pense que notre scène est une très belle scène émergente et qu'on est en pleine quête de soi. Mon rêve serait qu'on devienne cette scène très mature avec tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire, moi, ce qui me fait partir aujourd'hui à Paris, c'est le fait que c'est la maturité de cette scène créative. Oui. C'est le fait que lorsque vous êtes sur le podium, il y a quelqu'un pour recevoir votre travail. Il y a un journaliste qui va analyser ce que vous avez produit, qui va le comparer aux tendances de la saison, qui va en extraire la singularité. Il y a des célébrités qui vont venir le demander sur le tapis rouge. Il y a des clients qui vont apparaître. Il y a tout ce qui se trouve autour de la création, à commencer par la critique, parce que la critique, ça permet d'avancer aussi. Il y a le fait de se présenter avec le plus d'excellence possible. Et c'est à ça que j'aspire pour le Maroc. C'est au fait que nous devenions suffisamment nombreux, suffisamment forts, que notre voix puisse être entendue, qu'on devienne un réel acteur économique, parce que d'abord, c'est avant tout de ça qu'il s'agit. L'artisanat et la création emploient beaucoup. Ouais. Et je pense qu'il y a de très belles initiatives de tous les ministères et de toutes les institutions pour encourager cela, pour encourager les exportations, pour encourager le Made in Morocco. Et le fait qu'on commence à voir ce genre d'initiative, c'est merveilleux. Il faut en faire encore plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, 1 million de fois plus. Parce que je pense que investir là-dedans, c'est investir dans le soft power d'un pays. C'est aussi investir dans la culture, investir dans ce qu'on a à dire en particulier. Le Maroc a investi dans le foot. On a vu ce que cela a donné. Yeah. Je pense que investir dans l'aspect culturel de la création, ce n'est pas c'est un réel investissement avec un vrai retour sur investissement. Et ça, c'est très, très important. Alors, avec toute cette expérience, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes créateurs qui arrivent? Ou peut-être que tu aurais voulu qu'on te dise, toi, jeune Sarah, qui débute il y a 10 ou 15 ans? Alors, ce que je voudrais dire, si je devais me placer en grande sœur, c'est un très beau métier qui demande beaucoup d'humilité face aux clients, beaucoup de patience. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, il faut être patient. Il ne faut pas être triste quand quelque chose ne va pas dans le sens qu'on a voulu. C'est juste une porte qui ne s'ouvre pas comme on veut, mais ça en ouvre d'autres. Ouais. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise il faut être patient et que tout vient à temps. Il ne faut pas s'attrister, qu'on peut fleurir à 20 ans, qu'on peut fleurir à 30 ans, on peut fleurir à 40 ans, et même au-delà, 40, 50, 60, on peut toujours fleurir. Mais il faut jamais s'arrêter d'être en chemin. Oui. Il y a eu un moment de ma vie où je me disais non mais c'est pas exactement comme ça que je voulais. Est-ce que c'est exactement ça que j'aurais dû faire?
Ouais. Est-ce que c'est comme ça avec les enfants? Est-ce que c'est comme ça dans la carrière? Est-ce que la carrière prend le bon chemin par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport à... Et en fait, tout avance ensemble. Et quand on se met dans ce chemin de la création, c'est pas un chemin tout tracé. Vous n'êtes pas salarié, il n'y a pas de plan B. C'est une réalité économique aussi, à laquelle il faut survivre. Et il faut bâtir une certaine résilience. Avant tout, être un créatif, c'est accepter la difficulté. L'accepter, l'embrasser et accepter qu'on fleurira à un moment. Et alors, dans cette vie réelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir cette interview? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la maison Sarah Chalabi? Des vieux os, d'être transmise, de devenir cette belle marque marocaine à laquelle on pense dans plusieurs générations, que je ne gérerai peut-être plus moi-même, mais qui sera toujours là, comme ces belles maisons internationales dont on voit que le créatif a fait un bout du chemin, mais que le chemin continue quand même. Même après lui. Que sa création et son identité continuent à vivre au-delà de sa présence. Avant tout, c'est l'histoire de créer un ADN et de créer quelque chose qui puisse survivre. Et aujourd'hui, si j'avais à faire un vœu, ça serait par rapport à mon travail, bien sûr, c'est que ça devienne... c'est de créer une marque patrimoniale du Maroc. Et c'est ça ce qui serait mon vœu le plus cher. Magnifique. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour ton temps et ton énergie créative. Merci, Widad. Merci de m'avoir reçue.